Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Vias Magazine. Il est de coutume dans ce magazine de recevoir des spécialistes en studio et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Shirley Delannoy, chercheuse au Centre de connaissances de l'Institut Vias. Alors Shirley, bonjour. Bonjour Benoît. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler des mesures de comportement de l'Institut Vias et notamment de la mesure de comportement vitesse. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez mesuré exactement et de quelle manière l'avez-vous fait? Alors, les mesures de comportement consistent à observer le comportement des usagers de la route en situation réelle dans le trafic. Pour cette étude, la vitesse de près de 4 millions de véhicules a été mesurée fin 2021 dans des conditions de vitesse libre, c'est-à-dire où le choix de la vitesse est le moins possible influencé par des facteurs extérieurs tels que ralentisseurs de vitesse, radars ou encore les embouteillages. Sur les 215 sites de mesure, la vitesse des usagers a été mesurée sans interruption pendant 7 jours, donc pendant une semaine, entre septembre et décembre 2021, et les mesures ont été faites à l'aide de radars automatiques. Alors Shirley, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux résultats de cette mesure? Alors, il y a 3 faits marquants qui sont ressortis de l'étude, qui vont donc être illustrés par les 3 graphiques suivants. Tout d'abord, pour les routes limitées à 90 km/h, le pourcentage de conducteurs en excès de vitesse a doublé en 10 ans. Nous sommes passés donc de 26% à 54%. Cela est donc illustré par la ligne jaune sur le graphique. C'est le pourcentage le plus élevé qui a été mesuré depuis le début des mesures de vitesse, qui ont donc été lancées début des années 2000 par l'Institut Vias. On note aussi une hausse sensible du pourcentage de conducteurs en excès de vitesse pour les zones 50, c'est la ligne orange sur le graphique. Concernant les zones 30, même s'il est en baisse, le pourcentage de conducteurs qui ne respectent pas les zones 30 reste malheureusement très élevé, nous sommes à 78%. Une autre conclusion également, ça concerne l'ensemble de la vitesse moyenne. Celle-ci se situe en fait aux alentours de la limitation de vitesse, qui est une nouvelle positive. À l'exception pour les 3 régions, pour les 30 km/h et également pour les 50 km/h en Wallonie, où là malheureusement la limitation de vitesse est en moyenne non respectée. Un dernier élément important, qui sera illustré donc par le graphique suivant, concerne la Wallonie, où 7 conducteurs sur 10 roulent trop vite dans les zones donc limitées à 50 km/h. Lors de la dernière mesure en 2015, c'était 4 conducteurs sur 10. Il y a donc une détérioration de la situation. Je terminerai également par un dernier constat inquiétant. Pendant les observations, des chercheurs ont mesuré la vitesse d'un conducteur qui a roulé à 169 km/h en zone 50 et d'un autre conducteur qui a roulé à 247 km/h sur autoroute, donc limitée à 120 km/h. Il y reste donc beaucoup de travail à faire. Vous l'avez dit, il y a de grandes différences entre la Flandre et la Wallonie, notamment pour les routes limitées à 50. Alors, à quoi est-ce dû cette différence? Alors en effet, en Wallonie, 68% des Wallons ne respectent pas la limitation de vitesse en zone 50 contre 42% en Flandre. Cela peut s'expliquer en partie par la politique de contrôle qui est appliquée en Flandre, qui est différente de la Wallonie. En effet, le risque subjectif et objectif de se faire prendre en Flandre est plus élevé qu'en Wallonie. Les conducteurs flamands sont donc plus incités à adapter leur comportement sur la route en ce qui concerne la vitesse. Et quelles mesures doit-on prendre alors pour faire respecter mieux les limitations de vitesse? Alors, il est évident que la multiplication des radars tronçons, qui vont donc obliger les conducteurs à respecter les limitations de vitesse sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, aura de plus en plus d'effets dans les années à venir. Aujourd'hui, il est difficile sur un trajet quotidien de ne pas passer par un radar, face à un radar, soit de passer dans une zone avec un radar tronçon. À côté de cela, il faut continuer les efforts au niveau de l'information et de la sensibilisation afin que tous les usagers de la route puissent comprendre le pourquoi il y a des limitations de vitesse et leurs effets que cela a en termes de sécurité routière, mais également en termes de vie qui peuvent être épargnés grâce au respect des vitesses. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a également toutes les mesures liées à l'infrastructure, notamment par exemple pour les zones 30, où on peut inciter les usagers à respecter la limitation de vitesse, même si ces mesures prennent encore plus de temps et peuvent avoir un certain coût. Ok, merci Shirley. Alors, vous le savez, dans le Vias Magazine, nous avons quelques rubriques fixes, et notamment la Minute de Vias. Et cette fois-ci, la Minute de Vias est consacrée à l'alcool au volant, et notamment aux erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on doit estimer le nombre de verres que l'on peut boire, entre guillemets. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Drinken en rijden. In België geldt een grenswaarde van 0,5 promille of 0,5 gram per liter.
Maar wat betekent dit in de praktijk? Ik beantwoord het in 1 minuut. Het alcoholgehalte hangt af van verschillende factoren, zoals geslacht, gewicht, leeftijd, hoe vermoeid je op dat moment bent. Glazen tellen is geen goed idee, maar als je het toch wilt doen, kan je het zien als 2 tot 3 standaard glazen voor een man en 1,5 tot 2 standaard glazen voor een vrouw. Alcohol wordt, zeker thuis, vaak te royaal geserveerd. Om te illustreren, hier is een glas wijn. Correct geserveerd heeft het een inhoud van 10 centiliter. En dit aperitief, correct geserveerd, 7 centiliter. Geef toe, niet veel hè? Het alcoholgehalte is niet op 1, 2, 3 nauwkeurig te berekenen. In plaats van het aantal drankjes te tellen, drink je best helemaal niets. Op die manier verhoog je de veiligheid voor jezelf, als ook voor anderen in het verkeer. En als je toch wil drinken, kies dan een Bob. Alors Shirley, petite parenthèse, on l'a vu, on doit estimer correctement le nombre de verres que l'on peut servir à domicile. Est-ce que quand vous recevez des invités, vous le faites? Alors, jusqu'il y a peu, absolument pas. Mais depuis peu, je sais qu'il faut servir donc 11 centilitres pour un verre de vin et 7 centilitres pour un apéritif. Donc la minute de Vias aura servi à quelque chose. On le sait, certains conducteurs sont parfois surpris lors de contrôles alcool. Il faut savoir que là, lorsqu'un conducteur présente une alcoolémie de 1 gramme 8, donc 1,8 pour 1000, ou de manière répétitive avec 1 gramme 2, il doit avoir un éthylotest anti-démarrage dans sa voiture en cas de jugement d'un juge. Et début de cette année, l'Institut Vias a organisé une conférence de presse justement sur ce sujet. Je vous propose de découvrir le petit reportage. Vias Institute presenteerde in januari een evaluatiestudie over het gebruik van alcoholsloten. In België rijden momenteel 1200 bestuurders rond met een voertuig dat is uitgerust met zo'n systeem. Uit de evaluatie bleek dat er in slechts 0,04% van de blaaspogingen geprobeerd werd om te frauderen. Dat is dus zeer weinig. Vias deed in de studie ook 5 aanbevelingen om het systeem te verbeteren. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilles en politierechter Luc Brewijs waren aanwezig op het persmoment en getuigden waarom ze voorstander zijn van het alcoholslot. Er werd ook een video getoond met getuigenissen van 2 gebruikers. Ter afronding gaf een expert van het alcohollabo van Vias Institute een gedetailleerde demonstratie van de werking van het toestel. Alors Shirley, on l'a vu dans ce reportage, l'éthylotest anti-démarrage semble être efficace. Quelle est l'utilité? Peut-il vraiment améliorer la sécurité routière? Alors, en Belgique, il y a 1200 conducteurs qui roulent actuellement avec un véhicule qui dispose en fait d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage suite à une condamnation devant un tribunal de police. Il s'agit indéniablement d'une mesure efficace et fiable, comme l'a démontré l'étude récemment menée par l'Institut Vias. L'impact sur la sécurité routière est évident et le nombre de tentatives de fraude est faible. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Aux Pays-Bas, une étude a par ailleurs permis de montrer que le taux de récidive des personnes condamnées à l'éthylotest anti-démarrage était, après qu'ils aient retiré l'appareil, 3 fois moins important que pour les conducteurs ayant reçu une peine classique. Donc, même une fois que le programme a été terminé, l'éthylotest anti-démarrage continue d'avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Shirley, un grand merci pour ces explications, c'était particulièrement utile. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission et comme il est de coutume, nous terminons par quelques petites informations qui n'ont pas pu être traitées dans le cours de cette émission. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du magazine Vias. À bientôt.